BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Et David Bottin qui nous a rejoint par téléphone, analyste de marché pour GKFX à Paris. David, a priori, voilà, on va terminer en hausse ce soir. On avait consolidé depuis quelques séances et puis là, on repart sur une note légèrement positive. Clairement, Grégoire, effectivement, on repart sur une légère note positive, 4433 là ici à la clôture du CAC. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous on garde une trame haussière là ici au-dessus des 4400 points. On a en fait graphiquement une belle zone finalement de support dynamique, donc représentée par une ligne de tendance qui était venue caper les derniers points bas du cours. Donc on va s'appuyer dessus et puis on prolongera finalement notre avis haussier au-dessus des 4465 en direction des 4500 puis 4530 par extension. Donc effectivement, là on a les dossiers qui ont retrouvé du grain à moudre sur cette séance. Oui, puis un peu de mouvement sur les devises aussi. Alors, est-ce qu'il est en train de se passer quelque chose sur l'euro-dollar? Parce qu'on revient à 1,1330 pour 1 euro. Et puis, on a un mouvement également sur la livre sterling aujourd'hui, David. Complètement, Grégoire. Le dollar, là, ici, il s'est affiché au plus bas depuis les 7 dernières semaines sur l'euro USD. Donc, hier soir, sur les minutes de la Fed, on a eu un euro USD qui est venu talonner les 1,1330. Donc là, c'est pareil, graphiquement parlant. Nous, on a une belle zone de résistance sur 1,1340. On attend de voir la réaction du cours, justement, sur ce niveau de résistance. On peine à penser que les haussiers pourraient se manifester davantage en cette fin de journée pour permettre à l'actif de poursuivre son ascension en direction des 1,14 voire 1,1420. On va regarder attentivement là ici la réaction sur 1,1340, mais voilà, nous on a une belle zone de résistance avec quelques points là ici du cours. Je vois 1,1333 au cours actuel. On est vraiment sous cette zone de résistance charnière. Au-dessus, effectivement, on essaiera de monter dans le wagon pour profiter là ici de la continuité de la hausse, mais au cours actuel on reste très prudent, comme je vous l'ai dit, 7 points d'une résistance potentielle. Et vous avez raison de le souligner, sur le câble GBP USD, on a eu aussi une belle reprise là ici des cours. À mon sens, c'était plutôt maintenu par les bonnes statistiques britanniques qu'on a eu notamment avec les relevés d'inflation. Mais voilà, donc à suivre, je pense que ça a été plutôt décorrélé en tout cas entre euro USD et GBP USD sur les données très récentes. Effectivement, bon, des niveaux à surveiller alors sur l'euro dollar et puis la livre sterling qui revient à 1,3150. C'est vrai que les chiffres, les données dures comme on dit, sont assez surprenantes au Royaume-Uni. On avait l'emploi hier, des inscriptions au chômage, donc moins de demandeurs d'emploi en juillet alors que le marché en attendait plus, et puis des ventes au détail. Ouais. Surprenant alors, quand même, Marc. Oui, alors ça c'est en fait les seuls entre guillemets mauvais chiffres qu'il y a eu au UK depuis le Brexit, c'est les chiffres du PMI qui étaient sortis avant, mais qui d'une certaine façon c'est normal qu'ils soient mauvais puisque là c'est plutôt de l'enquête d'opinion. Oui, c'est ça. Alors que la consommation c'est plutôt du réel. Alors bon, c'est toujours plus facile d'expliquer après qu'avant, mais d'abord il faut savoir que faut pas oublier que pour plus de 50% des Anglais c'est une bonne nouvelle, donc a priori ils vont pas forcément s'arrêter de consommer puisqu'ils ont voté pour le Brexit. La deuxième chose c'est que il peut y avoir eu une petite accélération puisqu'a priori comme vous l'avez souligné, l'effet immédiat du Brexit, c'était de faire baisser le sterling. Donc, on peut penser que dans les jours et les mois qui viennent, vous allez avoir une augmentation des prix des biens importés. Et il faut savoir que l'Angleterre est un pays qui importe énormément de biens manufacturiers. Donc, il peut y avoir un peu d'achat d'anticipation, de se dire finalement, si j'achète un bien fabriqué à l'étranger, il y a un risque fort de remonter les prix. Donc, ça a peut-être joué sur ces chiffres-là. Et puis après, comme toujours, d'ailleurs, quand on est à court d'explications, souvent on accuse la météo. Il avait fait très mauvais avant. Il avait fait très mauvais avant et beau après, donc on se dit que ça a peut-être joué aussi, c'est peut-être vrai d'ailleurs. Voilà, puis il y a aussi peut-être une petite accélération, là aussi l'effet de la baisse de la livre, un peu plus de tourisme, un peu plus d'achat, c'est possible aussi. Ouais, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, on va dire, ce qui est curieux, c'est on évoquait les publications aux États-Unis et en Europe, il y a peu d'entreprises qui ont communiqué sur un impact négatif fort du Brexit. Même les grandes entreprises mondialisées, les visas, etc. Elles y ont toutes fait allusion en publication
Mais quantifier et mesurer il n'y a pas eu l'impact d'effet de court terme, c'est très compliqué. D'ailleurs, on le voit, Kingfisher, britannique, la distribution, le bricolage en Europe, là aussi, évidemment, il évoque le Brexit, mais c'est vrai qu'à court terme, c'est compliqué de voir un impact sur les ventes dans nos enseignes au Royaume-Uni. Et puis, on a la publication de Nestlé aussi, on pourra en dire un mot, parce que c'est quand même des baromètres de consommation dans l'alimentaire pour Nestlé, avec une clôture des marchés ce soir positive, le CAC 40 qui gagne 0,44% à l'arrivée, 4437 points, des volumes toujours aussi faibles, autour de 2 milliards d'euros échangés. Puis on voit les matières premières, les ressources de base qui ont bien tenu. Le Brent, à $50, on peut en dire un mot aussi également du pétrole, et Technip en tête du CAC à l'arrivée, plus 3,6%, et dans le secteur des ressources de base liées aux métaux, ArcelorMittal qui gagne un peu plus de 3% ce soir. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Avec nos invités en plateau, Romain Baucher, directeur des gestions actions d'Amundi, Marc Craclin, directeur de la gestion de financière de l'Échiquier. On est toujours par téléphone avec David Bottin, analyste de marché pour GKFX. Oui, on avait la publication de Nestlé, on peut en dire un mot là. Ces grands baromètres de consommation, qu'est-ce qu'ils nous disent, Marc ? Oui, alors ça n'a pas été une publication qui a amené beaucoup de surprises. En croissance organique, on était un tout petit peu en dessous de ce que le marché attendait. Je crois que le marché attendait 3,5, c'est tombé à 3,1, 3,2, donc c'est pas un gros écart. Encore une fois, il y a ni bonne ni mauvaise nouvelle. C'est un peu faible sur ce qui est enfant. De toute façon, le cas de Nestlé, c'est un gros changement de management, puisqu'en fait, le nouveau patron de Nestlé, qui est l'ancien patron de Fresenius, vient d'arriver. Donc, on va voir ce que ça produit. Mais c'est plutôt une publication, on va dire, de bonne facture, comme à l'image d'ailleurs de ce qui a été la plupart de ces grands groupes européens, des publications des grands groupes européens depuis les dernières semaines. Des Nestlé, des Unilever, c'est ça que le marché achète et conserve précieusement aujourd'hui, c'est ce type de secteur, Romain ? C'est incontestablement un pan de la côte sur laquelle la visibilité est grande sur l'activité, puisque on va être sur l'épaisseur du trait en termes d'évolution des tendances de consommation. Donc, contrairement à une valeur cyclique, il y a peu de volatilité sur les revenus. Donc, si ces revenus-là, vous mettez en face de ces revenus des taux d'intérêt très bas, donc vous actualisez ces revenus à des taux très bas, toutes choses égales par ailleurs, ça a plus de prix. Nestlé dans il valent plus cher qu'hier, et donc Nestlé a tout lieu de monter, toutes choses égales par ailleurs, dans un monde de taux durablement bas. Et donc il n'y a pas de raison que ça change, ça. Ce qu'on appelle, vous savez, ce qu'on a appelé parfois dans les marchés l'anomalie des valeurs peu risquées, qui était de plus en plus cher en absolu et en relatif aux autres valeurs. Mais ça n'est une anomalie que si ce phénomène se produisait dans un environnement de taux qui évolue à la hausse, à la baisse ou structurellement plus élevé. Dans un marché où les taux sont structurellement toujours plus bas, c'est pas une anomalie, c'est normal. Vous avez un flux futur assez certain, vous baissez le taux d'intérêt de référence, le même flux vaut plus cher. Ouais. Le pétrole à $50 là sur le Brent, ça fait du bien, on se rassure un peu. Enfin, c'est encore des mouvements violents en quelques jours là. C'est une remontée quand même très très rapide, mais c'est vrai qu'il y a début août, on faisait les comptes par rapport au pic du mois de juin et on disait oulala, on a reperdu plus de 20% sur le pétrole. Est-ce que c'est reparti? Est-ce que le cercle vicieux est en train de se remettre en place? Quelques semaines après, non. A priori, le scénario de début d'année pour l'instant est toujours derrière nous, Romain. J'ai envie de dire sur les matières premières, et là je ne pense pas seulement au pétrole, mais ce qu'on appelle aussi les matières premières, les soft commodities ou les matières premières agricoles, la tendance quand même, on ne peut pas le nier, depuis des années est structurellement à la baisse, et on a l'impression que chaque rebond est plutôt un rebond technique et que très vite on retrouve un plafond, puisque globalement les investissements qui ont été faits en termes de capacité, alors on pense bien sûr au pétrole de schiste américain, mais aussi les réouvertures de vannes dans certains pays du Maghreb ou du Moyen-Orient, font qu'aujourd'hui nous ne voyons pas le pétrole aller bien au-delà des $50 le baril. Donc on pense que le référentiel pour nous de ces prix, qu'ils soient des matières premières ou des matières premières agricoles, est malheureusement pour les producteurs et heureusement pour les consommateurs que nous sommes plus bas. Mais d'accord, mais revivre la spirale infernale qu'on vivait en début d'année avec un pétrole, alors au-delà de 40 tout le monde est content, 40, 50 tout le monde est content, sous les 40 ça commence à grincer des dents, et puis alors là sous les 30 c'est la panique et c'est la fin du monde. Le monde pétrolier, alors que c'est un monde perçu historiquement comme un monde d'industrie lourde, a été quelque part lui aussi, avec les pétroles de schiste, uberisé, pour prendre un barbarisme. À savoir que à partir du moment où maintenant la production marginale de pétrole qui s'ouvre ou qui se ferme, elle vient de plein de petits puits, de milliers de
petit peu aux États-Unis. La clé, c'est quel est leur prix de revient marginal. On sait bien que ce prix de revient qui a été constamment amélioré depuis 2 ans aujourd'hui n'est pas si loin, les éloigner des $50. Donc on l'a vu sur les puits de pétrole américains. On a vu que depuis que le pétrole était revenu autour de 50, on commençait à réouvrir quelques forages alors existants. On n'est pas encore à réinvestir massivement, mais que l'ajustement se faisait très vite. Donc il va y avoir une forme de là aussi de pilotage automatique beaucoup plus rapide que par le passé. Le pétrole, on n'a plus en tout cas la même corrélation qu'on avait en début d'année. Ça s'est un peu calmé de ce point de vue-là. Mais ça, c'est assez normal. Hein. C'est que on a eu, je crois qu'on avait parlé d'ailleurs, on a eu quelques mois qui avaient d'ailleurs démarré en 2015 où on avait une corrélation pétrole-action avec des taux de corrélation qui était à 0,8, 0,9, ce qui était assez ridicule en fait. Au fond, il n'y a pas de raison que les actions soient collées au pétrole. Pourquoi elle l'était à ce moment-là? Parce qu'on était dans un endroit, comme vous l'avez évoqué, à risque, c'est-à-dire qu'on était sur un niveau de pétrole très bas. Du coup, il y avait beaucoup d'entreprises américaines qui étaient en difficulté, notamment sur le plan obligataire, puisqu'en fait, tout ce qu'on appelle le high yield aux États-Unis, le secteur pétrolier minier, c'est 15. Crédit un peu risqué, on va dire. Le crédit un peu risqué. Et donc, on était venu dans une zone où chaque dollar supplémentaire de baisse sur le pétrole, c'était des faillites en plus, des faillites, des oublis, etc. Donc du coup, ça devenait une sorte de baromètre du risque en général. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette zone-là. Et puis surtout, le travail de nettoyage entre guillemets a été fait. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir des corrélations très élevées entre le comportement des actions et le comportement du pétrole. Et je pense vraiment que cette période-là est derrière nous. Il faudrait, encore une fois, c'était plus un baromètre du risque que une indication réelle sur le niveau des actions. David, sur les matières premières, sur le pétrole, peut-être aussi. C'est vrai qu'il y a quelques jours, quelques semaines, début août, on se demandait si on n'était pas en train de repartir dans quelque chose de baissier sur le pétrole. Depuis 6-7 jours, le renversement a été quand même assez puissant. Hein. Complètement, Grégoire. Nous, on a surveillé que ce soit sur le Brent ou le WTI. On était effectivement dans la formation d'un biseau descendant d'indécision sur plusieurs semaines. Donc dessus, on privilégiait effectivement les ventes sur borne haute. Et vous venez de le préciser, on a eu là ici le franchissement, donc le breakout de cette ligne de tendance. Et depuis, on a un marché qui est très haussier, qui est assez volatile. On le voit, le Brent là depuis le franchissement des $50. Ça fuse, on est déjà à 50,75 au cours actuel. Nous, on vise des 51,50 en ce moment. Mais voilà, effectivement, on a beaucoup de volatilité. Alors c'était assez intéressant de surveiller la production internationale. On a pu regarder notamment que l'Arabie Saoudite avait produit 10,55 millions de barils de pétrole par jour en juin. Donc ça avait été suivi de 10,67 millions en juillet. C'était notamment le record historique. Et là, sur les prévisionnels, finalement, sur les anticipations tablées sur août, on attend 10,9 millions de barils produits par jour. Donc ce sera un nouveau record. Et c'est intéressant de le mettre bien en face finalement de la baisse des stocks pétroliers là ici aux US. Donc on se demande effectivement si on n'aurait pas là une guerre des parts de marché. J'ai vu que ça avait été justifié en partie par le ministre saoudien de l'énergie qui avait expliqué qu'on avait une augmentation de la demande saisonnière. Donc du coup, ça nous invite à tirer davantage d'importance là ici aux prochains chiffres, notamment sur septembre, puisque la demande soi-disant saisonnière devrait être atténuée. Donc à suivre en tout cas très prochainement, mais effectivement beaucoup de volatilité là ici sur l'or noir. Plus de $50, on le rappelle, 50,75 même sur le baril de Brent cet après-midi à la clôture des marchés européens. Merci beaucoup David d'avoir été avec nous. David Bottin, analyste de marché pour GKFX. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse.